Vous vous êtes formé à l'accompagnement sous hypnose. Votre organisme de formation vous a transmis une masse de cours tous aussi essentiels les uns que les autres. C'est une masse d'informations dans laquelle vous pouvez vous sentir légitimement en confusion. Elle peut aussi vous noyer et vous faire passer à côté d'un élément indispensable de votre pratique. Rappelez-vous que vos clients viennent ou viendront chez vous pour bien sûr prendre en compte d'une part leurs problématiques et aussi pour faire une expérience d'hypnose. Sinon, ils auraient choisi quelqu'un d'autre dans une autre discipline. Êtes-vous absolument prêt à y répondre? Le risque est que si vous ne répondez pas à cette attente, ils seront déçus. Cette expérience d'hypnose, ils ne réaliseront qu'ils ne l'ont vécue que par l'expérience de phénomènes hypnotiques. Bien souvent des mouvements idéomoteurs, des catalepsies, des distorsions du temps, des anesthésies, des altérations sensorielles, etc. Tous ces phénomènes peuvent être utiles aussi comme outils thérapeutiques, mais ils ont déjà pour vocation première de permettre à vos sujets de se rendre compte de l'expérience de la transe. De votre côté, ne pas remplir cette partie du contrat vous expose à être source de déception. La personne est venue voir un hypnotiseur qui n'hypnotise pas. C'est ce qu'elle retiendra. Vous n'avez pas rempli une part du contrat. Afin de donner des idées à ceux qui pourraient être pris de court sur ce sujet, en ce qui vous concerne, quel phénomène idéomoteur vous semble le plus simple à mettre en œuvre? Inscrivez-le en commentaire. « 50% de mes demandes de rendez-vous le sont pour des sevrages tabagiques, 30% pour les états dépressifs, stress, anxiété, 20% restants pour des problématiques de poids, de sommeil et toutes les applications habituelles. Les demandes sont nombreuses. Elles n'ont jamais été aussi fortes, surtout avec les nouvelles problématiques post-Covid. Alors qu'est-ce qui vous freine? Comment se fait-il que votre activité ne démarre pas dès à présent? À partir du moment où vous obtenez des résultats, c'est comme une traînée de poudre. Le bouche à oreille est votre meilleur ambassadeur. Il est vrai qu'il y a toujours une période d'apprentissage. Moi-même, je suis sorti de formation avec pour seules expériences mes exercices pratiques avec mes camarades bienveillants et coopératifs. Cela ne m'avait pas suffi à me sentir à l'aise à mes débuts en cabinet. Je me suis formé alors avec un hypnotiseur de spectacle, afin de m'aguerrir à des pratiques plus directes et classiques que l'approche ericksonienne. Cela m'a apporté confiance et assurance. Aujourd'hui, c'est développer l'hypnose de rue, qui peut être un moyen de se faire la main et de se vacciner par la méthode forte. Alors attention, personnellement, je suis très réservé sur ce type de pratique, qui manque entre autres de cadre éthique. Toutefois, pour vous qui êtes formés et sensibilisés à l'accompagnement, voire même engagés par une charte éthique, je ne peux que vous encourager à ce type d'exercice. Vous allez gagner un temps précieux dans votre pratique, et notamment en congruence dans votre posture d'hypnotiseur. Et vous-même, osez-vous utiliser des phrases toutes faites dans vos pratiques? Lesquelles? Partagez-en une en commentaire. La société évolue. À ce titre, tout récemment, nous nous trouvons face à une influence inattendue de l'actualité sur la pratique courante de l'hypnose. En ce qui concerne notre pratique professionnelle, au-delà des notions de proxémie, nous savons que le contact physique est très présent dans les expériences idéomotrices, pour lesquelles l'accompagnant est au plus près de son sujet, notamment parce qu'il est responsable de sa sécurité. Or, depuis la pandémie, la société a changé, en particulier du fait des mesures de distanciation physique qui ont largement modifié nos rapports aux autres. Désormais, on observe une réticence de plus en plus forte à faire la bise à tout va, voire même à se serrer la main pour se saluer. Ces nouvelles règles sont à prendre en compte dans le cadre de votre exercice en cabinet. Je retiens 3 inévitables. Premièrement, quelles que soient vos convictions profondes sur ces sujets, anti-vax, pro-vax, anti-pass, etc., le cabinet n'est pas un lieu de débat. Souvenez-vous des notions de tri sur l'autre, ou révisez-les si c'est nécessaire. Deuxièmement, les phénomènes hypnotiques sont des éléments essentiels de vos séances. L'usage et les pratiques demandaient un contact physique direct. Depuis les nouveaux comportements liés à la distanciation physique, renforcés par de nouvelles peurs de contagion, nous devons adapter nos pratiques et être capables de guider sans contact physique. Troisièmement, accepter les croyances des personnes que vous accompagnez. Chacun est dans sa cohérence en toute légitimité. Tri sur l'autre, position basse, synchronisation, qu'est-ce qui vous semble le plus facile à mettre en pratique? Partagez en commentaire. La vie d'avant, nous ne l'avons pas retrouvée après le premier confinement. Nous assistons toujours aux variants successifs. La pandémie de peste du XIVe siècle a perduré jusqu'au XIXe siècle avant d'être éradiquée totalement.
N'attendons plus la vie d'avant et dans le doute sur l'attitude juste à avoir, souvenons-nous qu'il sera toujours facile de commenter a posteriori. Dans l'ignorance de ce qui se présage, nous pouvons déjà mener une réflexion sur nos pratiques en matière d'hypnose. Premièrement, il y a une tendance à vouloir régler des problèmes automatisés de l'ordre du pilote automatique sur un plan conscient. Ce n'est pas notre terrain, à moins que vous soyez formé à la psychologie. Deuxièmement, restez dans un sens premier par rapport au mot inconscient, ce dont on n'a pas conscience. Troisièmement, quand vous recevez du public, ayez pour vocation première d'offrir un contexte propice au changement. Vous-même, dans le personnage de l'hypnotiseur, le cadre éthique de votre engagement moral et professionnel. Quatrièmement, offrez un prétexte au changement. Au même titre qu'un accident, un deuil, une expérience hors du commun peuvent justifier de bouleversements de vie. L'expérience d'hypnose que vous partagez doit potentiellement posséder le même pouvoir. Cinquièmement, le niveau de suggestibilité n'a pas tant d'importance. Lequel de ces 5 éléments vous paraît le plus parlant dans votre conception d'un hypno-accompagnement? Partagez ci-dessous en commentaire. Il y a 20 ans, il était beaucoup plus facile de se faire conseiller. Il était toujours possible de contacter un praticien d'hypnose dans une autre ville avec lequel il n'y avait pas de concurrence directe pour qu'il nous partage ses conseils et sa passion. Aujourd'hui, le nombre grandissant de praticiens semble induire une concurrence rude. Une ambiance de défiance s'installe alors qu'il y a de la place et que le chantier est vaste. Ne serait-ce que par l'exemple des fumeurs qui sont de plus en plus marginalisés, livrés à eux-mêmes dans un environnement de plus en plus restrictif et toujours plus nombreux à vouloir s'en sortir. Au sortir de formation au sujet de ces toutes premières pratiques en séance, une des questions qui m'est posée le plus souvent est comment s'aguerrir au phénomène idéomoteur sans s'investir encore en disponibilité et financièrement dans des stages coûteux. Entraînez-vous dans votre cercle relationnel. C'est toujours mieux que rien, même si la proximité, l'intimité déjà existante peut en limiter grandement les bénéfices. Sinon, visionnez des vidéos de démonstration de street hypnose. Analysez-les et entraînez-vous. Attention, souvent des parties entières ne sont pas partagées. Elles sont coupées et occultées.